Moi, je suis quand même atterré de voir que ça fait 3 ans que ChatGPT est sorti. Il y a encore des clients qui n'ont pas fini de choisir leur solution bureautique déployée à tous les collaborateurs. Là, faut accélérer. Hein. Et on revient à un processus créatif. Parce que si on se dit techniquement, je peux tout faire. Techniquement, on pourrait remplacer ce podcast. Moi, je serais un personnage, toi, serais un autre. Bah, en fait, ça nous oblige à penser. Mais j'ai envie de faire quoi exactement avec mon contenu? En fait, on revient au marketing. Déjà, c'est aussi intéressant, il faut se poser cette question-là. Enfin, Photoshop a jamais fait des campagnes tout seul. C'est pas parce que tu sais conduire que tu es pilote de F1. Tu vois, il y a un moment, même Photoshop a pas fait disparaître les directeurs artistiques. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode de AI Corner. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Emmanuel Vivier, fondateur de The Hub Institute, également le rédacteur d'une des newsletters AI les plus suivies en France, qui chaque semaine fait un petit peu le brief des nouveautés. Et donc aujourd'hui, on va parler adoption IA dans les entreprises et également les grandes tendances de l'IA dans le marketing qu'on voit aujourd'hui et que on anticipe pour demain. Bienvenue et ravi de cette vidéo. Emmanuel, bienvenue, ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci Thomas. Non, ravi d'être là. Toujours pas simple tous les deux de trouver un trou dans l'agenda parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de projets, beaucoup de questions d'excitation côté des entreprises. Et en même temps, voilà, c'est pas toujours très simple et très lisible. Exactement. Est-ce que pour commencer, tu peux un petit peu nous raconter ce que ton activité à toi et aussi ce que vous faites au Hub, et notamment par rapport à l'IA peut-être? Le Hub Institute, ça fait 13-14 ans maintenant qu'on est un think tank qui accompagne les grands groupes, 130 grands groupes pour comprendre et les inspirer, les former sur quelles sont les nouvelles tendances, les bonnes pratiques. Donc on a des conférences, on a des formations, on forme 25 000 personnes par an. Et là, en 3 ans, on a fait quasiment 41 000 sur l'IA. Donc on sent que cette vague parmi toutes les autres est assez énorme. Des trend reports, des learning expéditions à Séoul, à San Francisco, ou sur les grands salons CES, NRF, South by Southwest, etc. Puis après, on a une adhésion annuelle qui permet aux grands groupes de venir à nos conférences, de lire nos reports et finalement d'être un peu l'analyste. Alors je sais qu'en France c'est pas, on connaît, tout le monde connaît pas, mais c'est dire on n'est pas l'agence, on n'est pas le cabinet, on n'est pas l'ESN, on est en amont. En fait, voilà, on est un peu le partenaire neutre des clients qui dit bon, j'ai entendu parler de ça, c'est pas hyper clair. Est-ce que vous pouvez déjà nous défricher un peu le sujet, nous ranger tout ce qu'on entend, nous expliquer un peu qui sont les acteurs sur la place, avant ensuite d'aller faire un cahier des charges et effectivement de vous appeler vous ou les autres pour pouvoir les accompagner dans la mise en place de ces outils. Ce qui vous donne pas mal de liberté pour explorer en amont les nouveautés et donc l'IA, toi t'as plongé dedans. Qu'est-ce que tu retiens de l'adoption IA dans les entreprises aujourd'hui, là, ton point de vue? Qu'est-ce que tu vois? Comment ça se passe un peu? En fait, ce qui est intéressant, c'est comment je suis retombé dedans. Alors, au-delà du fait qu'avant le Hub Institute, j'avais lancé l'agence Vangson pendant une dizaine d'années à Luxembourg, Paris, Genève et New York, où on faisait des campagnes, du buzz, du viral, du social, de la créa. Et c'est vrai que le Hub, on fait énormément de choses, mais il me manquait toujours ce petit côté créatif qu'on n'a plus, puisqu'on n'est plus une agence. Donc, je fais beaucoup de photos à titre personnel, de la vraie photo, avec de la retouche, etc. Okay. Et donc, très vite, j'ai identifié Midjourney, mais c'était même pas pour nous, c'était juste tiens, c'est marrant, on peut faire des images en IA. Bon, c'était pas terrible au début, et puis j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus. Assez vite, j'ai vu tiens, c'est intéressant même pour nous Hub, quand on doit faire de la communication, du marketing pour nos conférences, faire des visuels, des flyers, illustrer nos rapports de tendance, nos keynotes. Et puis j'ai commencé à prendre des licences, installer ça dans les équipes, et finalement c'est d'abord pour nous, pour gagner du temps, arriver de ChatGPT, etc. Et puis très vite on a vu tous les clients étaient intéressés par ce sujet-là, et qu'effectivement il y a beaucoup de fonctions que l'IA générative touche, puisqu'à partir du moment où on peut créer, modifier du contenu, ça peut être pour les RH, ça peut être pour la finance, ça peut être des contrats pour le légal, ça peut être du code pour les développeurs, mais c'est vrai que sur la partie visuel, Midjourney c'est maintenant 4 ans, c'était avant même ChatGPT. On voit que là c'est un des endroits les plus mûrs, mais on a aussi l'audio et la vidéo, on en reparlera certainement. Et donc évidemment le contexte économique et géopolitique aide un peu, malheureusement, c'est que tout le monde est un peu sous pression au niveau des budgets. Aujourd'hui on doit faire plus avec moins, on doit essayer de retrouver de la marge, de réduire les coûts, de gagner en productivité, et on va pas se leurrer, quand même beaucoup de gens qui nous contactent, la première chose c'est pas juste pour être plus créatif ou plus rapide, c'est de dire est-ce qu'on pourrait récupérer une partie de la marge via de la productivité qu'on a perdue du fait de la baisse des budgets, des contraintes économiques, etc. Alors ça peut,
Mais heureusement, il y a aussi toute la partie d'être plus créatif, faire des nouvelles choses, innover et pas seulement réduire les coûts. Nous, souvent, on met ça sur un graphe augmentation, automation. En fait, tu peux automatiser pour gain de productivité, tu peux aussi augmenter la qualité. Et sur la créa, je trouve que la question, c'est est-ce que je vais être capable de faire quelque chose aussi bien que l'humain, parce que ça va être beaucoup moins cher, voire c'est vrai. Mieux, voire plus vite. Et je trouve que là-dessus, on a passé un petit cap parce que nous, si tu veux, on s'est beaucoup intéressé à d'autres sujets pendant les 6 premiers mois parce qu'on se disait, en fait, c'est super, mais pour que ça soit vraiment client-facing, B2C, on n'y est pas. Et on trouvait qu'on n'y était pas. Et là, on en parlait un peu en off. De plus en plus, on se dit, tu vois, petite anecdote, nous, donc maintenant, on est 15, on est super contents, on voulait faire des photos. Bah, y a un mec dans l'équipe qui m'a dit, bah, regarde ce que je peux faire avec une IA pour faire des photos d'entreprise. Des photos d'entreprise. Je me suis dit, est-ce que je vais faire venir un photographe ou pas? Parce que là, je l'ai pas vu que c'était une IA, littéralement. Donc là, on arrive à passer ce cap-là et c'est assez fou, quoi. Ouais, si on reprend un petit peu, historiquement, il y a Midjourney qui reste quand même une des références en termes de qualité et de créativité. Il y a vraiment un côté esthétique très riche, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile à contrôler. Alors là, ils ont rajouté quelques fonctionnalités dernièrement, mais par contre, c'est un outil mood boarding, recherche créative, incroyable. Enfin, vraiment, puis avec un côté collaboratif. Après, il y a eu plein d'acteurs qui sont arrivés. Alors, on a du Stable Diffusion comme UI, mais qui est très compliqué à utiliser, mais qui est open source et qu'on peut tout contrôler, mais c'est quand même pas vraiment fait pour des graphistes. Plein de petites solutions qui se sont lancées, certaines plus pour des banners e-commerce, d'autres pour des banners, enfin des visual e-commerce, des banners pubs, de la retouche, puis des fois pour l'immobilier, la bijouterie, la 3D. Enfin, on sent que voilà, ça a explosé dans tous les sens. Adobe qui avait pris un petit peu de retard parce que eux voulaient faire les choses de manière un peu officielle, copyright, friendly et tout. Bon là, on va dire qu'ils commencent à revenir dans la course en ayant ouvert Adobe Photoshop et Firefly à d'autres modèles. Donc maintenant, on peut appeler Flux ou ChatGPT Images. J'interromps ce podcast une seconde pour vous parler d'AI Partners, le premier cabinet de conseil 100% dédié à l'adoption de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Nous accompagnons déjà un grand nombre d'entreprises dans leur adoption, leur stratégie de transformation, et également la formation des collaborateurs. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter, on serait ravis de discuter avec vous de vos enjeux. C'est quoi ton avis, toi, sur Adobe parce que à un moment donné, je me suis dit, en fait, pardon, je t'interromps, mais ça m'intéresse ton avis. Je me suis dit, bon, il y a Adobe qui est la référence de tous les graphistes, du Photoshop et Illustrator. Okay. Bon, il y a des nouveaux modèles. À un moment donné, quand ils vont brancher leur modèle à ce qu'ils font, bah juste ils vont garder leur avantage, c'est sûr et certain. Enfin, c'était mathématique. Bien sûr. Et je suis pas certain, en fait. Je suis de moins en moins certain. En fait, il y a deux choses. Il y a, je pense quand même que c'est une très grande boîte côté et c'est hors de question en travaillant avec des créatifs de faire n'importe quoi avec le copyright. Donc, je peux complètement comprendre qu'ils aient pris le temps de faire les choses bien en entraînant entre autres avec Adobe Stock Photo. C'est vrai que leur modèle, je pense qu'ils auraient pu être un peu plus rapides pour améliorer. Enfin, Firefly qui a évolué déjà, qui est correct, mais face à un Nano Banana, un Flux, bon, on n'y était pas totalement, mais là ils ont ouvert. Donc si vous voulez du super copyright ultra clean, il y a des modèles clean, et puis à côté ils laissent ouvert. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'à l'inverse, tout l'écosystème Adobe, Premiere, Photoshop, Illustrator, etc. Bon, bah c'est quand même l'outil, ça reste l'outil de référence en termes d'installation chez tout le monde. Et donc finalement avoir les outils qu'on connaît en récupérant directement dans Photoshop, Nano Banana ou d'autres moyens. Après, faut pas oublier qu'il y a déjà plein de fonctionnalités IA, Generative Fill, où on peut remplir et ça recalcule automatiquement. Enfin, il y avait déjà plein de choses. Là, sur Illustrator, ils ont fait un système où tu fais un design en 2D, tu peux le faire pivoter en 3D. Enfin, c'est incroyable. Mais c'est vrai qu'on sent que eux étaient plutôt habitués à faire une grosse release par an. Là où là c'est sauvage. Là sur l'IA générative, c'est toutes les semaines. Enfin, tu parlais du big recap, on n'est pas loin de 200 news tous les 15 jours. Enfin, il y a des fois c'est presque la folie, c'est chaque semaine, il y a 10, 20, 30, 40, 50, 60 boîtes qui désormais Ideogram, Recraft, Let's.ai et puis on va en parler. Donc on va dire il y a eu Midjourney, des équivalents, ChatGPT Images qui a montré qu'on pouvait faire quelque chose de très correct avec un outil très grand public, Nano Banana qui vient de bluffer tout le monde. Donc ça, c'est un peu sur la génération ou l'édition. Mais ce qui est intéressant, c'est que les stocks de Google ont re-explosé depuis Nano Banana. Ça a vraiment eu un impact, quoi.
Bah, ça montre quand même que de toute façon, la création de modifications, on a tous besoin de communiquer, les réseaux sociaux, plus de contenu, plus de personnalisation. Après, l'étape suivante, ça a été l'arrivée des LoRa, donc c'est la possibilité dans des outils, par exemple Sésame, Silab, Pimento ou d'autres, qui ont intégré cette techno, c'est-à-dire tu donnes quelques images de référence d'un produit et quand tu vas prompter cette personne, ce produit, ce style va vraiment être respecté parce que c'est vrai que Midjourney pouvait faire des choses dans le style d'eux, mais le responsable produit il a pété un plomb parce que la bouteille elle a changé de taille, le logo était pas placé. Donc là avec les LoRa on pouvait le faire. Je fais un pont juste peut-être avec les LLM. En fait, le LoRa c'est le fine tuning du modèle pour la créa où en fait tu vas l'entraîner sur quelques images pour qu'ensuite quand tu le promptes, il y ait des images de référence qui te permettent de retrouver vraiment contrôler en plus du prompt le rendu final. C'était bien mais ça demandait quand même une petite phase d'entraînement, des images de référence et tout. Et barrière d'entrée, fallait être capable quand même de faire le LoRa. Et après, les outils sont simplifiés. Effectivement, Silab en fait partie, c'est déjà beaucoup, ou Créa, c'est déjà beaucoup plus simple. Mais là, effectivement, ce qui est génial, c'est que Nano Banana et les autres, maintenant, à la limite, avec une image de référence, on arrive à faire des choses très bonnes. Et puis la dernière étape dans laquelle on est en train de rentrer, ou l'avant-dernière, c'est le Content Workflow Production avec de l'IA. Donc là, c'est pas juste de faire un asset ou une image, c'est de pouvoir faire un workflow complet où on va dire je fais mon image tête et après avec un système de nodes en glisser-déposer finalement assez intuitif avec du Wavy, du Playtor ou quelques concurrents du Flora, je vais pouvoir lui dire fais-le moi deux faces de côté de haut et puis fais-moi un grand angle, un zoom, un close-up, voilà, tout ça je vais pouvoir le garder dans une seule interface. On a fait les démos en off tout à l'heure. En fait, c'est bluffant et c'est génial. Et on est ici aussi pour parler d'adoption. En fait, l'adoption, elle est exceptionnelle. Tu peux peut-être parler du temps que ça t'a pris par rapport à la qualité. Et toi, c'est pas ton métier de base d'être créa. On se dit, mais c'est exceptionnel. Là, je fais une petite démo pour le festival stratégie la semaine prochaine où je vais leur montrer 2-3 choses et de l'avoir utilisé. Et tu vois, là, j'ai fait une vidéo pour un peu rigoler sur le parfum président avec notre président. Voilà, où c'est vraiment un spot de 30 secondes avec la musique que j'ai fait avec Udio et tout le reste dans Wavy qui permet vraiment de créer tout un concept, du motion et vraiment un scénario. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est qu'il y a quand même des images où tu dis ça ressemble beaucoup au personnage, quoi. Là, j'ai du mal à voir. Est-ce que c'est quelques images de référence et là, l'avantage dans ces outils de workflow, c'est qu'en plus, on peut appeler tous les modèles d'image, tous les modèles vidéo avec un seul abonnement. Donc là, j'ai pu manipuler dans le même workflow du ChatGPT image, du Nano Banana, du Xfield pour les vidéos, du VO3, du Kling, alors que d'habitude, j'aurais dû prendre des abonnements partout, aller dans chaque logiciel, retélécharger les créations, un peu end-to-end, remixer le tout. Donc ça simplifie. Et c'est vrai que Wavy est assez génial pour la créa et Playtor un peu plus pour le marketing. Donc là, j'ai fait un autre démo où là, tu peux carrément lui donner un brief marketing, réfléchir avec lui à des idées de concept de campagne, ensuite le storyboard et le script jusqu'à pouvoir générer les images et la vidéo. Et ça, c'est des outils qui sont sortis depuis juin. Donc, on est vraiment récemment. Et puis, finalement, ce qui est déjà un peu le début dans Playtor, c'est qu'on va aller dans une logique d'agent. Donc là, on est un peu encore à faire chaque étape avec. Mais déjà, on peut les lier entre elles. Demain, c'est carrément à la limite, je vais lui donner le brief initial et je lui dis à la fin, il me faut une campagne Facebook, Meta, TikTok, et tu me fasses des posts organiques et des visuels et le spot de 30 secondes et l'affiche. Si je synthétise juste un peu ce que tu as dit parce que c'est bien, on rentre tout de suite dans le sujet, le vif du sujet et c'est hyper important qu'on comprenne toutes ces étapes. Midjourney qui commence presque avant ChatGPT où en fait déjà on peut créer des images c'est le premier effet waouh quoi. Ensuite deuxième R un peu du LoRa, le fine tuning de l'image où là on se dit je vais prendre mes photos produits et je vais entraîner mon modèle et en fait je vais pouvoir faire des photos custom pas mal déjà. Et là on entre un peu dans la troisième R et je trouve que ça fait le pont aussi avec les autres adoptions dans d'autres sujets marketing, tu vois, les autres agents, c'est un peu l'ère agentique pour la créa où en fait avec des outils que tu as cités, Playtor notamment, en fait, je peux créer un agent qui fait ma créa. Et moi, j'étais hyper sceptique, pour être honnête avec toi, pendant un paquet de temps. Et plus en plus, tu vois, quand je regarde les démos qu'on a fait ou ce que je peux faire avec Playtor, en fait, c'est quasiment prêt, quoi. C'est quasiment prêt. Je peux créer un agent qui me fait ma créa. Et là, quand je l'abêtais, je te disais, pour moi, la créa, le vrai sujet, c'est pas l'automatisation. Je sais que je vais gagner du temps. C'est est-ce que la qualité, elle va en pâtir ou pas. Là, on est quasiment, on arrive à ce point-là où la qualité, elle va pas du tout, comme tu dis, presque meilleure. Après, ce qui veut quand même dire que c'est pas non plus clic, il y a un boulot de documentation de ton process ou de réflexion de ton process. Après, une fois que tu l'as réfléchi, ça va aller très vite et tu peux le décliner après à l'envie. Mais il y a quand même ce boulot. Là où ChatGPT, à la limite, je démarre et j'ai instantanément quelque chose. D'ailleurs, les agents de ChatGPT vont plutôt te rechallenger sur ton prompt, puis partir pendant 10 ou 15 minutes. Là, c'est un petit peu la même chose. Faut que tu réfléchisses quand même un peu à ta structure. Il y a d'autres outils comme LT
FTX Studio, par exemple, pour plutôt les films, où ils vont carrément t'aider à réfléchir sur ton concept de film, ton scénario, toute la phase de brainstorm, ton script, ta build des personnages, ton storyboard, et ensuite générer les storyboards en image, et après animer ton storyboard en vidéo. Après, on n'a pas forcément besoin pour un 30 secondes, mais si tu veux faire un long métrage, donc après, tu as des outils qui vont se spécialiser pour différents formats. T'as Genspark qui est un outil un peu couteau suisse, qui permet de faire des slides, du code, des images, et là, ils ont sorti designer dedans, et tu vois, t'es un café, il va te faire ta charte graphique, ta maquette de site web, ton menu, ta signalétique, à partir de quelques infos initiales. Si tu reprends une agence créa demain, t'arrives, c'est quoi les 3 outils que tu mets dans les mains de tes équipes? 3 outils IA que tu mets dans les mains de tes équipes. Après, ça dépend si tu fais des sites web, du code, des UX, si tu fais des campagnes de pub télé en vidéo ou si tu fais des Facebook Ads, tu vois. Allez, disons, on part sur parce que les 2 derniers, je les trouve intéressants. Enfin, l'autre aussi, mais disons Facebook Ads de façon aléatoire, Facebook Ads, pardon, et clip télé. Ça va dépendre un peu du niveau, du volume, de l'exigence de tes clients. Non, mais je veux dire, le basique, ça serait un Canva AI où finalement, tu vois, en plus, il y a beaucoup de gens qui sortent d'école et maintenant, tu as de l'IA dedans dans Canva et tu peux déjà faire sur tout ce qui est un peu vectoriel, etc. Ils veulent plus utiliser Google Slides et PowerPoint. Ils sont tous sur Canva. Sur Canva. Donc Canva, il y a quand même un côté pour démarrer très simple. Et c'est pareil, si tu veux faire un peu d'affiches, choses comme ça, du idéogramme ou du recraft, vraiment simple à utiliser. C'est un peu le Midjourney plus pour faire du vectoriel, de l'affichage. On vient de le tester, idéogramme. Ouais. C'est chouette quand même. Parce qu'en fait, les typos, c'est un peu ce qui pêchait dans Midjourney quand tu veux faire des textes, etc. Là, tu peux vraiment bien faire les choses. Et idéogramme ou recraft, tu peux exporter en SVG. Donc, si tu veux garder du vectoriel pour Illustrator, etc., c'est un des rares qui permet de faire ça. Je garderai forcément Adobe parce qu'à un moment, quand même, tu vas redonner souvent un petit coup de patoune dans Photoshop. Et si en plus Nano Banana arrive, ça va vraiment fluidifier les choses. C'est vrai que Midjourney, pour quand même tout ce qui est des fois sur de la créa un peu plus poussée, vraiment réflexion créative, chercher des styles, chercher des idées. Il y a vraiment ce côté collaboratif. Tu peux voir aussi ce que les gens en non privé ont partagé. Et donc, tu es le moteur de recherche en vidéo, en image. Et maintenant, tu peux faire des petites vidéos aussi. Donc, typiquement, faire des stories ou des petites animations, un peu, je sais pas, d'une personne qui tient une tenue de manière un peu, passer du statique au mouvant, c'est pas mal. Après, effectivement, Wavy ou Plator, je pense qu'ils viennent de sortir, mais je suis vraiment bluffé. Ça répond à beaucoup de problèmes qu'on avait. Une seule licence pour utiliser tous les outils. Archive des prompts et des assets, parce que si dans 6 mois tu dois modifier quelque chose et que c'est perdu dans plein d'abonnements qu'on n'a pas renouvelés. Tu dis un truc important aussi tout à l'heure, pour pouvoir prouver que c'est ton asset, il faut que tu gardes tes prompts quand tu fais des créations. Il faut démontrer qu'il y a eu un effort créatif humain, parce qu'un logiciel ne peut pas déposer quelque chose ou c'est pas déposable si c'est lui qui l'a créé. Donc le seul moyen, c'est d'historiser les prompts liés à la création de chaque élément. Donc ça, si c'est perdu par plein d'abonnements perso de tous les créas, d'ailleurs qui ont pu ne pas être renouvelés, bah ça peut être un peu dramatique à la fin. Ça, c'est une question qu'on me pose franchement tous les jours. Peut-être que tu peux en finir avec cette question. Quand je crée une image, moi, agence, moi, client, est-ce que j'ai le droit de l'utiliser pour mes campagnes? Alors, en fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est quand on parle de droit des images de copyright, c'est un millefeuille de plein de sujets. Il y a le droit de création, il y a le droit moral de l'auteur. T'as pas le droit d'enterrer ou de modifier la création de quelqu'un d'autre. Je sais pas, des clients qui remettent des filtres ou qui rechangent d'autres. Tu peux avoir le droit du modèle de la personne qui est dans la campagne. T'as le droit d'usage commercial avec une durée dans le temps sur un certain nombre de formats. Il y a des différences entre le droit anglo-saxon américain et le nôtre. Donc tout ça fait que c'est quand même assez complexe. Maintenant, la réalité, c'est que l'IA ne change pas tout. C'est-à-dire que si je te demandais de dessiner Mickey sur un bout de papier, tu pourrais le faire et tu aurais le droit de le faire. De le mettre sur Instagram, en théorie, tu n'aurais pas complètement le droit, mais bon, si tu n'as pas un gros followership, je pense que ça passerait. Si demain tu vends des t-shirts avec Mickey, tu vas avoir des soucis. Mais finalement, que ce Mickey, tu l'aies fait avec un crayon de papier, Photoshop ou de l'IA, la loi reste la même. C'est-à-dire que si tu volontairement ou involontairement tu crées quelque chose qui ressemble de trop près, mais c'est toujours la loi, c'est pas ça définit pas le nombre de pixels, c'est une interprétation. On pourra venir te chercher. Donc demain, comme le Photoshop ou autre chose, si c'est toi qui as fait une démarche suffisamment importante de création, c'est-à-dire un prompt de plus de 2 ou 3 lignes avec ces outils, il t'appartient. Ça, il y a aucun souci. Jusqu'au jour où quelqu'un peut décider que ça ressemble trop
Et c'est pas parce que ce soit avec ou sans l'IA que tu seras plus ou moins protégé. Tu auras le même Ce que tu dis, problème derrière. Demain, ton créatif qui a dessiné un truc à la tablette graphique, il peut aussi se faire attaquer. Mais oui, c'est déposable. Les bonnes preuves quand même, c'est que Coca-Cola a sorti sa campagne télé 40 pays produit en 3 semaines avec de l'IA générative en vidéo pour sa campagne de Noël dernier. Donc si Coca-Cola aux États-Unis, qui est je pense une des marques les plus exigeantes sur la régulation, a trouvé un moyen, je suis pas en train de dire que c'est totalement simple. Il y a un petit peu de boulot parce que les juristes, c'est un peu nouveau, faut cadrer, voilà. Mais c'est vrai que la réponse facile des juristes, c'est comme on veut pas de problème, on n'y va pas. Non, c'est nouveau, c'est possible, mais comme c'est un nouveau cas d'application, il faut un petit peu cadrer les choses. Après, ceux qui peuvent avoir des problèmes, c'est plutôt pas nous, les créateurs ou les clients, c'est les éditeurs de logiciels. Si eux se sont permis de s'entraîner sur des assets dont ils n'avaient pas forcément le droit ou l'accès. Alors, il y a quand même une régulation. Alors, au Japon, par exemple, tu as le droit de t'entraîner sur tous les contenus des autres sans leur demander la permission. Et là, il y a Claude Anthropic, un concurrent de ChatGPT, qui a... Passe à la caisse. Ouais, mais en fait, c'est assez intéressant. On leur a dit, vous avez le droit de vous entraîner sur les contenus, c'est légal. Mais par contre, vous avez piraté des contenus, vous avez pas payé les contenus pour vous entraîner. C'est-à-dire qu'ils avaient téléchargé plein de livres sans avoir les droits. Donc on leur reproche pas de s'être entraîné sur les livres. Ils disent tant que vous entraînez, que ce qui sort à la fin n'est pas un copier-coller du livre, c'est un droit à l'inspiration. Finalement, on peut pas faire grand-chose contre ça. Par contre, si vous êtes allé piller des livres que vous avez pas achetés pour nourrir votre database, là on a un problème. C'est là-dessus qu'ils se sont pris une amende, mais pas sur le fait de s'être entraîné. Faut bien comprendre ça, c'est un peu en train de se comment est-ce que clarifier. tu collectes la donnée, c'est pas le fait que tu la collectes, c'est comment tu la collectes. Mais en théorie, alors voilà, et après l'interprétation, il y a la loi, souvent qui était adaptée au passé, il y a les jurisprudences qui sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, donc tout ça, ça va se stabiliser. Adobe normalement garantit quand même que il peut prendre en partie si un client était attaqué sur quelque chose qui a été généré, alors pas en faisant n'importe quoi, en essayant volontairement de payer un ayant droit, en tout cas de mettre en place une assurance pour couvrir les frais juridiques. Mais la réalité, c'est que déjà tout le monde utilise Photoshop. Et dans Photoshop, on s'en rend pas compte. Mais dès que tu fais, je sais pas, il y a plein d'IA déjà dans le recadrage, dans la génération d'un élément, dans le general fill. Donc, sans le savoir, déjà, on retouche, déjà, on utilise de l'IA dans les images. C'est pour ça que la mention qui devrait être obligatoire à partir de 2026. Alors, faut bien lire les choses, parce qu'en théorie, on doit mentionner si c'était géré par l'IA sans leadership humain. C'est-à-dire que si c'est un graphiste qui prend la main sur une IA, en théorie, vous n'êtes même pas obligé de dire que c'est... Donc on revient sur ce que tu disais au début, de bien garder les prompts de création, parce que du coup, si tu peux prouver que c'est ton prompt qui a ce processus créatif, en théorie, t'as pas besoin de le mentionner. Voilà. Alors après, t'as la loi, t'as ce qui est faisable, t'as ce qui est légal, et après t'as ce qui est moral, ou ce que toi tu t'acceptes ou pas. Il y a des marques comme L'Oréal qui ont donné l'autorisation à leurs employés d'utiliser l'IA générative, mais jamais pour faire des visages ou des parties de corps. C'est-à-dire que tu peux faire un packshot produit, tu peux faire une mise en scène, tu peux faire un décor, aucun problème. On peut le faire légalement, de représenter quelqu'un. Techniquement, c'est faisable, mais eux ils se sont dit, nous, on vend quand même de la confiance aux clients. Si on commence à mettre... Déjà, des fois, on peut nous reprocher de trop retoucher. Si demain, on met des fausses personnes sur le packaging, ça va être difficile pour le client de croire en nous. J'aime bien l'idée de se dire que les limites, elles sont légales et morales. Ouais, en fait, c'est aussi toi et technique, parce que des fois, si c'est pas suffisamment bon en qualité, on peut aussi ne pas y aller. Mais t'as un autre exemple, c'est Dove, donc c'est marrant, autre marque de cosmétiques. Eux, ils ont fait un inclusive prompting book qui est disponible, vous pouvez aller télécharger sur Internet en disant, si vous promptez, essayez de faire un effort que dans vos prompts, vous mettiez pas juste une jolie fille, ou une jolie femme, ou un joli garçon, mais plutôt de dire, varier les origines ethniques, varier les morphologies, varier les âges, varier aussi, pourquoi pas des fois des petits défauts, qu'on peut tous avoir, pour que ça soit plus représentatif et réaliste. Et en même temps, il y en a qui pourraient dire, mais chaque fois que je fais ça, j'utilise pas un mannequin de la diversité. Donc, en fait, chacun essaie de trouver la bonne façon. Tout le monde tâtonne. Il y a la légalité. Et là, 2 exemples où L'Oréal et Dove sont dans la légalité, ils font des choix différents pour essayer d'intégrer cette révolution technologique de manière la plus respectueuse possible. Mais après, voilà, chacun essaie. Là, il y a eu une campagne, la première campagne dans Vogue Print pour une marque de vêtements, Guess. Là, il y a eu pas mal de backlash. Les gens ont dit, ouais, vous avez remplacé des artistes, des photographes, etc. La réalité, c'est d'abord parce que ça se voyait, parce que je pense que le temps qui valide la campagne et qui la shoot, c'était déjà il y a 6 mois, et en 6 mois, la qualité
qualité a déjà beaucoup progressé. Déjà, là, on a l'impression que c'est artificiel, alors qu'aujourd'hui, si c'est bien fait, un Mango, par exemple, sur ce site e-commerce, il y a toute une partie des produits avec des modèles où on voit plus du tout. Il y a des trucs où c'est moins grave. Tu vois, effectivement, quand tu vas sur e-commerce, en fait, déjà, tu vois moins de près. Mais je veux juste revenir sur ce sujet-là parce que moi, je t'en parlais au marketing. On m'a dit, Tom, arrête de faire des podcasts, je vais faire un avatar de toi. En fait, moi, j'ai dit, mais pas du tout parce que je veux garder le lien, en fait, avec mon audience, mes invités. Ça, ouais. Et donc, ton point sur la partie technique, qui est en fait une question de qualité, elle est hyper importante. Et moi, je sais pas si toi, ça t'arrive, mais moi, j'utilise l'IA plus que quotidiennement, tu vois, tous les jours, tout le temps, évidemment. Mais par contre, si je reçois un email et que je vois de façon grossière que ça a été fait avec l'IA, je peux pas m'empêcher de mettre un malus. Ouais. Bon, après, ça montre bien, tu vois, qu'il y a quand même je vais être franc, ça nous arrive aussi de temps en temps de donner accès à notre LinkedIn, à nos équipes qui elles-mêmes, humainement, contactent certains de nos clients et font aussi des bévues humaines parce qu'ils n'ont pas tout l'historique avec certains de nos clients de nous contactent. Et donc, tu vois, tu pourras avoir l'impression que c'est une IA. En fait, des fois, c'est un humain qui se trompe. Donc, l'humain, il fait aussi, mais tu sais, c'est des trucs un peu grossiers de l'IA. Donc, sur une image, c'est en fait, le doigt, mais grossier ou t'as ce qu'on appelle l'uncanny valley, la vallée des tranches, et quand ça ressemble plutôt, mais pas suffisamment bien. Et en fait, c'est ton corps et ton être qui t'avertit, il y a un truc chelou. En fait, tu sais pas dire quoi parce que c'est quand même assez réaliste. Si c'était vraiment fait, tu le dis. Comment t'appelles ça, la vallée? Uncanny valley, la vallée des tranches, c'est ce petit passage entre du faux et du réaliste. Quand t'es entre les deux, t'es pas loin du vrai, mais tu vois, c'est comme si t'étais avec quelqu'un qui était malade ou pas bien dans sa tête et qui aurait des réactions bizarres. Et en fait, c'est ton corps qui t'avertit quand t'as quelqu'un d'étrange en face de toi. En général, ça peut être dangereux. Et donc, ça te crée un sentiment un petit peu de repoussoir parce que, en fait, c'est juste ton être qui dit, j'ai peut-être pas vu un défaut spécifique, mais là, il y a un truc. La peau est trop parfaite, la personne ressemble à un clone, sa peau est en plastique, et donc ça peut vraiment créer un effet repoussoir, mais qui est juste humain, instinctif, de dire en fait c'est chelou. Ton truc est pas suffisamment bon, il est chelou, et quand il est chelou, voilà. Et c'est là où, par exemple, certaines marques, la TF1 a fait tout son spot pour Mask Singer en IAGEN, et ça passe super bien parce que c'est comme du cartoon. En fait, c'est des personnages fictifs en 3D, c'est comme un dessin animé. Donc là, il y a aucun souci, il y a pas de uncanny valley puisque de toute façon, c'est de la fiction. Enfin, moi, je trouve que quitte à faire de l'IA générative qui va pas être toujours très bien, faisons de la fiction. Tu vois, pourquoi plutôt que de reproduire un humain, on ferait pas carrément un mec avec des cornes, un personnage, tu vois? Sûr. C'est encore plus fort en fait. Et là, c'est par exemple Aflelou qui vient de faire son dernier spot en Espagne de pub, et c'est comme un Pixar quoi. En fait, c'est tout en cartoon, c'est magnifique, c'est adorable, mais du coup, c'est pas grave. Enfin, on n'attend pas que ça soit parfait, ou en tout cas, parce qu'on compare pas au réalisme. C'est vrai que par rapport au vrai réalisme, est-ce que des fois, tu ferais pas mieux d'avoir ton double digital avec un robot ou un alien qui anime certaines vidéos? Je me suis posé cette question la dernière fois. Est-ce que tu penses que dans quelques années, on aura des créateurs de contenu qui seront en fait des monstres, des robots, tu vois, carrément des gens qui seront masqués derrière leur avatar et qui auront une identité de cet avatar, et on sera OK avec ça parce qu'en fait, elle sera un peu cool. Tu crois un peu à un truc comme ça? Là, t'as une solution, si je dis pas de bêtises, c'est Runway Gen 2. Ils ont fait c'est Act 2, voilà. Là, c'est en fait alors c'est pas en live, tu te filmes. Et en fait, tu prends un avatar que tu peux créer, un monstre, un cartoon, un alien, un bébé, un truc en peluche, et ça va remimer. Mais tu vois, t'as pas à faire de fond vert, t'as pas à mettre de body. Tu te poses devant ta caméra et vraiment, et ça te refait tous les mimiques et tout. Et donc, tu veux faire un cartoon justement hyper bien joué, où là, des fois, en prompt, c'est très difficile de créer cette émotion, ce détail. En fait, tu joues la situation. Tu mappes le personnage dessus, et donc ça, il faut juste le faire a posteriori, c'est pas du live, et tu peux créer des séquences complètes comme ça, et vraiment le rendu est incroyable. Et là, c'est un jeu d'acteur qui est génial. Tu gardes cette capacité d'être humain, de créer de l'émotion, faire passer quelque chose, mais après, plutôt que de payer de la 3D qui te coûterait énormément cher, désolé pour nos amis 3D designers, tu peux utiliser ce type de technologie. Donc, encore une fois, t'as une boîte à outils qui explose, t'as un champ des possibles génial, mais après, c'est pas la même chose si tu veux faire du cartoon, de la pub, du film, une banner, du redesign d'aménagement d'intérieur. Et c'est là où nous, on va tester, explorer tout ça pour essayer à la fin d'aider les clients à dire, OK, dans les 150 outils disponibles, c'est les 1 ou 2 ou 3 qui feraient vraiment du sens pour nous dans notre workflow. C'est ça. Mais tout à l'heure, on parlait de 3 limites, tu vois, on peut en parler plus, mais tu vois, technique, légal, éthique. Disons que éthique, c'est aussi ce que tu veux faire avec ta marque. En fait, ce qui est intéressant, c'est que il y en a une qui fait que bouger.
c'est la technique, quoi. Ouais, et la limite technique, une vitesse en ce elle moment, fait que bouger. Donc, en fait, à un moment donné, on va devoir se poser la question, en fait, de l'éthique et de ce que j'ai envie de faire de ma marque. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et on revient à un processus créatif. Parce que si on se dit, techniquement, je peux tout faire. Techniquement, on pourrait remplacer ce podcast. Moi, je serais un personnage, t'en serais un autre. Bah, en fait, ça nous oblige à penser, mais j'ai envie de faire quoi exactement avec mon contenu? En fait, on revient au marketing. Déjà, c'est aussi intéressant, il faut se poser cette question-là. Bah, c'est un peu l'exemple, tu vois, quand j'ai fait le workflow pour Festival Stratégie hier, tu te jettes un peu dans l'outil, alors qu'en fait, non, il faudrait prendre quelques secondes. Ok, c'est quoi mon idée? Bon, je peux aller brainstormer avec ChatGPT pour trouver une idée, mais après, ok, cette idée, je vais la raconter en 30 secondes, je vais la décomposer, et après seulement tu vas dans l'outil. C'est vrai que l'outil, enfin, Photoshop a jamais fait des campagnes tout seul. C'est pas parce que tu sais conduire que t'es pilote de F1. Tu vois, il y a un moment, même Photoshop a pas fait disparaître les directeurs artistiques et les directeurs créatifs, ou voire les graphistes qui sont mis à Photoshop. Bah là, c'est la même chose demain. Évidemment, les graphistes iront plus vite, mais si t'as pas quelqu'un qui a une vision créative, qui a pas un goût, qui est pas capable de sélectionner, ça va pas marcher. Et finalement, on arrive un peu à l'absurdité, c'est que plus il y aura d'IA, plus l'humain sera important, parce que comme demain, il y aura plus de barrières à l'entrée. Là, aujourd'hui, c'est à la limite, j'ai pas le même budget que la grande marque à côté de moi ou qu'Hollywood. Mais demain, en fait, tout le monde pourra faire n'importe quoi. Il y aura pas forcément de limite, tu vois, en termes de budget, de temps, de complexité. Par contre, c'est qui aura enfin, avec ces super outils, ces super pouvoirs, qui aura la meilleure idée, le meilleur humour, le meilleur brief stratégique, le meilleur planning stratégique pour savoir quel message passer à quelle cible. Et ça, c'est génial parce que ça va revaloriser finalement plus le temps de technicité, mais vraiment le temps d'idéation, de créativité, voire de poésie presque. Et ça, ouais. Et c'est un point qui est hyper important pour moi dans l'adoption IA, c'est de comprendre que ce sont des outils, des nouveaux outils, rien de plus. Et il y a un peu ce fantasme, tu vois, même d'IA générale qui est capable de remplacer un médecin. C'est un outil. Donc, tant que t'as pas un humain qui est capable de faire la réflexion, la stratégie, la créativité, parce qu'en fait, d'un métier à l'autre, ça bouge. Le CRA, il fait de la créativité, le CEO, il va faire de la stratégie. Bon, dans tous les cas, dans tous les métiers, tu vas avoir des nouveaux outils qui permettent de mieux faire plus vite, qui redistribuent les cartes. Mais si t'as pas un humain derrière qui est capable de réfléchir, de poser une strate, en fait, c'est avant d'être expert en savoir, si t'étais expert dans un domaine, maintenant t'es expert en question. En fait, c'est avec ton expertise, tu dois aider à poser les bonnes questions à l'outil, donc bien le briefer. Et après, tu dois le surveiller un peu comme un assistant. Un assistant, tu laisses pas diriger la boîte, quoi. Tu te briefes, t'espères qu'il a bien compris, tu repasses un coup derrière 2 fois, 3 fois jusqu'à temps que ça s'optimise. Et puis demain, peut-être que ton rôle, ça sera aussi de faire de la veille et choisir les nouveaux outils, les nouvelles évolutions. Voilà, ça sera peut-être aussi dire quand est-ce qu'on ne met pas d'IA, parce que soit c'est pas bon, soit c'est pas souhaitable, soit c'est pas légal, hein, dans certains cas, hein, ça peut arriver, je sais pas, sur des données privées, en Europe en tout cas, par exemple, sur les CV ou les RH ou voilà, donc je pense que demain le job il sera moins dans les tâches un peu administratives et répétitives et récurrentes qui nous font perdre du temps au quotidien, et plus dans la stratégie, la réflexion, la créativité, peut-être la prise de recul en termes d'éthique, de gouvernance, d'anticiper la régulation, la réaction des clients par rapport à telle ou telle chose. C'est Klarna, tu te rappelles, qui avait annoncé qu'ils avaient licencié 600 personnes de leur support client en disant on a tout automatisé, on économise 50 millions de dollars. Ouais, enfin en tout cas, je pense qu'au début ils ont vraiment essayé en se disant on va économiser 50 millions, on va pouvoir faire du support 24/7. Et là ils ont pas dit on arrête tout. Ils ont juste dit on va revenir un peu en arrière. C'est-à-dire ça va être un compromis entre rien et tout, parce que dans certains cas il y a des choses qui sont complètement automatisables et dans d'autres en fait on voit que c'est plus compliqué, c'est pas aussi simple, voire c'est pas toujours souhaitable. Et tu parlais, tu vois, même sur la créa tout à l'heure, quand on parle de morale, enfin ou de cas. Bah, je sais pas, si je suis la Fondation Abbé Pierre, je suis pas sûr que je prendrais, enfin, ça serait quand même très chelou, de faire des faux SDF, tu vois, en IA générative. Je pense qu'il y aurait quand même un côté, éthique ou moral. C'est quoi mon positionnement? C'est quoi basique. Mon point de vue? C'est quoi ma proposition de valeur? Et derrière, tu prends l'outil et tu fais ce que tu as à faire. Maintenant, tu vends je sais pas, tu vends des gadgets en plastique pas cher, je suis pas sûr que ce soit un drame d'utiliser de l'IA. Donc, tu vois, il y a aussi j'ai une question un pour cadre toi. qui est un peu plus large que la technicité ou la loi, qui est aussi du bon sens ou de la cohérence avec ton ADN de marque. Exact. Bah, je pense que c'est le point le plus important, c'est la cohérence avec ton ADN de marque. Et ça, en fait, c'est pas l'outil qui va te le faire, c'est toi. Je reviens un peu sur nos premiers amours, qui est la tech. Tu vois, moi, je me souviens,
pendant l'émergence du programmatique, donc l'achat média en temps réel, il y a beaucoup d'entreprises qui ont voulu internaliser le programmatique. Tu vois, un peu pareil, ils se sont dit, il y a de la tech, on va le refaire. Et je vais vraiment dans ton sens. Oui, mais à un moment donné, si t'as pas l'expérience de l'agence qu'il a vu 4-5 fois sur d'autres clients, qui va nourrir cette expérience, et ben ça marche pas très bien. Et donc on l'a vu que il y en a beaucoup qui ont réexternalisé une partie, internalisé qu'une partie, parce que le 100% internalisé, en général, ça meurt un peu dans l'œuf. Ouais, et puis après, je pense que tu as des différences aussi. C'est-à-dire que, tu vois, nous, on a des boîtes avec lesquelles on bosse, comme Safran, Total Energy, Schneider Electric. C'est des boîtes d'ingénieurs. C'est des boîtes qui ont déjà une énorme DSI, qui savent déjà faire de l'IA, machine learning depuis des années. Donc pour eux, l'IA générative, c'est un chantier de plus. Ils savent faire un cahier des charges, ils savent piloter un projet IT, ils ont déjà énormément de compétences en interne, où ils ont les SS2I avec lesquels ils savent bosser. Pour eux, finalement, c'est naturel et ils enchaînent. Il y a d'autres boîtes, il y a quasiment personne en interne. Donc, effectivement, là, ils vont pas, enfin, ils peuvent monter une équipe, mais je veux dire, ils ont pas les compétences. Donc pour eux, c'est une grosse rupture à passer. T'as des boîtes qui ont fait la transfo digitale, le socle data. Donc tu vois, ils ont déjà passé tout un tas de caps. Finalement, l'IA générative, si tes sources elles sont pas bonnes, si t'as pas tes assets, si t'as pas un DAM, si t'as pas un PIM, si t'as pas, enfin, en fait, tu vas pas faire grand chose. Donc là aussi, t'as des boîtes qui sont beaucoup plus matures pour pouvoir switcher là-dessus. Donc voilà, mais c'est vrai que tu sens quand même que quand tu as une culture d'ingé, ça peut aider, hein, parce qu'après tu peux avoir des DSI en mode forteresse qui veulent rien toucher, qui veulent rester sur leur infra sans cloud mais bon, c'est quand même de moins en moins. Pense à nos amis dans la banque qui sont en train de se priver un peu de cette innovation parce qu'ils ont un besoin de sécurité très fort. Moi, j'ai vu des gens de la banque les larmes aux yeux parce que ils arrivent pas à saisir cette opportunité. Et puis après, je pense qu'il faut bien splitter. T'as des gros sujets, des petits sujets. C'est-à-dire que si tu regardes l'IA, alors t'as l'IA un peu traditionnelle, bon ça tourne déjà plus ou moins, machine learning, RPA, voilà. Après t'as l'IA générative bureautique, le copilote, le ChatGPT sécurisé, le Delos, le Claude. Donc ça, des fois, moi, je suis quand même atterré de voir que ça fait 3 ans que ChatGPT est sorti. Il y a encore des clients qui n'ont pas fini de choisir leur solution bureautique déployée à tous les collaborateurs. Là, faut accélérer. Hein, tu m'amènes sur la prochaine question. Même si on va dire que copilote, les retours sont plus ou moins contrastés par rapport aux promesses à la réalité. Non, mais ça s'améliore. Mais en tout cas, ça a été un peu plus lent à fournir ce qu'ils avaient promis au démarrage. Après, il y a la deuxième étape qui est du coup où on va plus loin. Et plus loin, pour moi, il y a 2 niveaux. Il y a comprendre les process actuels et trouver des petits outils pas chers en SaaS, plug and play, rapide pour faire des quick wins tout de suite. Et ça, je pense que c'est assez adapté à l'heure du temps parce que faire des grands projets en ce moment, en période de restriction budgétaire et en réorg permanente, c'est à peu près sûr ton projet il sort jamais et tu vas te faire tuber avant que tu aies les bénéfices. Donc ça peut être une première marche de dire on va déjà tester des petites choses dans certains métiers peut-être moins stratégiques, on peut se permettre de prendre quelques SaaS en plus si on va pas toucher dans la banque. Bon, peut-être que la com, ils ont le droit d'aller faire des slides en Canva et on n'est pas en train de dire qu'on va toucher la cybersécurité du web banking. Voilà. Et après, il y a quand même les sujets stratégiques où là, pour le coup, ça peut être de dire demain, on change tout le parcours client, on change tout le support client avec des chatbots. Et là, c'est un gros projet. Et là, c'est un projet d'SS2I, de SN, de cabinet comme vous où, tu vois, il y a un cahier des charges à faire, il y a une documentation des process, il y a une documentation de l'existant, les autorisations, les connexions. Et là, ça s'improvise pas et ça peut prendre 2 ans pour le faire correctement à grande échelle et pourquoi pas un POC au démarrage et après on scale. Il faut un peu gérer les deux en même temps, c'est-à-dire que on va pas faire que des projets à 500 jours homme avec 500 000 euros ou 1 million, c'est impossible. Mais on peut pas non plus faire que des mini-POC parce qu'à côté, il y a quand même 2-3 sujets dans la chaîne de valeur qui risquent d'évoluer structurellement. Et effectivement, si on regarde les agences, si demain on peut faire des vidéos sans casting, booker un lieu, tournage, on en fera encore en vrai, mais on mélangera peut-être les deux, mais en tout cas ça va tellement faire changer le workflow et la chaîne de valeur qu'il faut se poser la question. Ça me rappelle un article de 1853 qu'on a tous lu. Voilà, qui était un article scandalisé des peintres français parce que un photographe venait d'arriver en disant mais nous on a passé 1 mois à peindre quelque chose avec tout notre cœur et l'autre il arrive il fait clac et c'est pas de l'art, tu vois, comme l'IA c'est pas de la création. C'est un autre type de création. C'est pas la même chose que la photographie n'est pas la photo, le PDF ou un site web n'est pas du print, mais c'est aussi, ça peut être aussi bien fait ou mal fait. Et en même temps, c'est là, on va pas arrêter le temps. Donc, soit on accepte que c'est là et on réfléchit comment s'y intéresser, se former, s'informer,
tester des choses, trouver les bons partenaires, déployer les choses. Soit oui, personne va mourir la semaine prochaine. Mais par contre, dans 2-3 ans, quand les choses accéléreront, basculeront d'un coup, ça sera trop tard parce qu'au moment où on verra l'innovation chez les concurrents, qui paiera, en fait, eux, ils auront 2 ans de learning curve. Et nous, on pourra pas. C'est beaucoup 2 ans. Tu sais, c'est un peu cette idée de dire, même si d'un seul coup tu vas mettre beaucoup de cash et tu vas embaucher plein de monde, tu feras pas un bébé en 1 mois avec 9 mères. C'est un temps incompressible d'adoption, d'acculturation, de définition des use cases, d'accompagnement, de développement de cahier des charges, d'appel d'offres. Même si tu fais peut-être un peu plus vite que ceux qui ont débroussaillé, il y a un moment, tu vas prendre du retard. Et c'est ça qui est dur parce que l'innovation, on a l'impression que c'est subite, mais en fait, on oublie que souvent c'est 2, 3, 4, 5, 10 ans de R&D, de tests, de fail avant que ça marche. Et on se dit, tiens, je sais pas, ils ont sorti l'enceinte connectée chez Amazon, on va faire la même. Ouais, mais en fait, ça fait 10 ans qu'ils bossent dessus. Donc, c'est trop tard, en fait, quand tu vois l'innovation sortir. C'est marrant, on a les mêmes anecdotes sur les peintres. Et donc, tu m'as rappelé la date, donc merci, je suis souvent celle-ci. J'ai bien aimé aussi la répartition que tu avais sur les projets internes-externes. Parce qu'en fait, souvent, on dit, mais c'est quoi votre objectif? C'est vous, cabinet de conseil, à quoi vous servez? En fait, nous, on a un partenaire d'adoption, mais la réalité, c'est qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire, vous, client, vous-même. On n'est pas là pour faire tout et n'importe quoi. Et au contraire, nous, on vous dira même, non, mais faites-le. Nous, on vous conseille ça de le faire vous-même. On va vous aider à prendre en main les choses. Puis à un moment donné, il vaut mieux que quand on est parti, vous le gérez. Après, comme tu disais, sur les projets stratégiques, là, il y a peut-être besoin d'avoir des gens qui connaissent vraiment. Mais pour choisir l'outil, pour commencer à faire les premiers cas d'usage de l'époque, ça, c'est vraiment un truc que les marques, elles peuvent faire en interne. Tu vois. Ouais, bien sûr. Mais après, le conseil aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir du conseil technologique, du conseil organisationnel, du conseil de business model, et du conseil de change. Et souvent, un petit cabinet, il va gérer ces 4 dimensions-là, là où effectivement, peut-être que chez un compte, des fois, la DC va avoir une vision que technique. Ça, c'est la meilleure techno. Mais après, est-ce que les gens vont vouloir l'utiliser? C'est quoi le plan d'onboarding et de transformation d'acculturation? Comment tu vas emmener les gens là-dessus? Ou en termes de souveraineté, en fait, tu as pris du full US parce que c'est peut-être la meilleure solution techniquement, mais il y a peut-être d'autres enjeux de dépendance économique demain, où là, je pense que le cabinet peut aider aussi, tu vois. Et après, tu as aussi un autre avantage qu'est le cabinet, ou que nous, on peut avoir en tant qu'analyste au web, c'est que moi, je peux m'abonner à 40 outils avec une CB. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas une question de budget, parce qu'il y a nos comptes sont beaucoup plus riches que nous, mais en fait, eux, il y a une telle nécessité de devoir éviter le chaos et que tout le monde s'abonne à 150 trucs dans tous les sens, que du coup, ils ont tellement resserré. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'expansion, d'explosion, d'innovation, où finalement, on est obligé de tester beaucoup de choses, quitte à couper juste derrière, quand on a choisi la meilleure solution parmi les 30. Et donc, finalement, notre rôle en tant qu'analyste ou cabinet, c'est aussi des fois d'aller crash tester énormément de solutions pour dire à la fin, vous pourrez pas aller tester 30 ou 40 outils, donc soit vous allez en prendre 2 au hasard, il y a peu de chances que ce soit les bons, soit effectivement vous prenez un cabinet qui a déjà testé énormément de choses, qui vous dit qu'à la fin, en fait, la shortlist des outils qui seraient adaptés spécifiquement à vos contraintes, à votre taille, à votre budget et à votre objectif, c'est cela. On arrive à la fin du podcast, merci beaucoup, je me suis régalé, c'était hyper cool. J'aime bien poser la question, ça serait quoi pour toi les 3 conseils que tu donnerais à un décideur qui veut se mettre vraiment à fond sur l'adoption IA l'année prochaine? Tu donnerais quoi comme conseil? Déjà, je lui dirais, c'est un peu comme le sport. Si tu veux te mettre au sport, tu peux te dire, je vais me faire un marathon. Parce que là, on a la bourre. Généralement, ça va mal se passer. Tu vas mourir. Et puis, même si tu avais fait un marathon dans l'année, c'est pas ça qui va te rendre sportif. Donc là, c'est plutôt comment tu te mets une discipline de t'informer, te former et tester des choses au moins une fois par semaine, même si c'est 10 minutes. Mais tu vois, c'est vraiment là, il faut que donc ça veut dire trouver 2-3 sources d'informations, le Big Recap ou le podcast ici. Mais c'est aussi échanger avec tes pairs, aller voir peut-être un peu la DSI, aller à quelques conférences, pourquoi pas se prendre un coach ou une formation, voilà. Et à un moment, faut que tu pratiques aussi, même si je parle pas de changer le logiciel de paiement logistique. C'est déjà de comprendre un peu c'est quoi un prompt, comment on fait une image. T'es ni graphiste ni marketeur, mais peu importe, c'est juste que tu comprennes qu'est-ce que ça change pour quand tu vas en parler demain, qu'à minimum, sans être expert du sujet, tu comprennes. La deuxième chose, c'est quand même la vitesse. Là, réellement, il n'y a pas péril dans la demeure et plus on est un gros, plus on a quand même du gras pour encaisser les chocs. Mais là, honnêtement, tu vois, on a quelques années, on a vu le social media, on a vu le e-commerce, on a vu le digital. C'était des grosses vagues. Mais là, c'est quand même une vague qui touche tous les métiers du tertiaire en même temps. Du marketing à la RH, du coding au service client. Donc, c'est un champ des possibles monstrueux, avec sur certaines tâches des gains énormes, d'autres pas du tout, ou en tout cas, c'est pas mûr. On a fait une étude sur le gain de
de productivité liés à du CAC 40, on estime qu'en gros, avec des chercheurs du MIT et de Normal Sup, que tu as un 1 à 7% lissé au global d'une entreprise de gain de productivité à aller chercher. C'est pas 20, 30, 40, 50 comme certains te disent dans les éditeurs, parce que eux, ils te disent sur cette tâche, le meilleur mec, le plus fort. Oui, quand tu le dilues à la grandeur d'une boîte, avec le temps d'acculturation, d'AO, etc. Mais déjà, si tu fais 6% par an pendant 5 ans, si toi, tu fais 6% pendant 5 ans et pas ton concurrent, je peux te dire qu'à la fin, la différence, elle est énorme. Mais c'est aussi gérable, tu vois. 1 à 7%, on ne parle pas de changer toute la boîte le mois prochain. C'est important, ça, de le dire. C'est pas 50% de productivité, c'est pas vrai. Mais par contre, pour avoir un 1 à 7%, ça veut dire que sur certaines tâches, oui, on va peut-être avoir 30 ou 40 parce que d'un seul coup, sur support client, sur une partie du support client, on va peut-être pouvoir totalement automatiser les choses et pas sur le reste. Peut-être que sur le marketing, on va réduire les tournages, mais après, il y aura toujours du boulot, de retouches, de reformatage, etc. Donc, en fait, ce qui est urgent, c'est d'identifier les vrais use cases sur lesquels, ou les vraies tâches sur lesquelles il y a là des gains déjà matures et tout de suite absorbables. Et la dernière chose, je dirais, c'est mettez en place une cellule de veille et d'innovation. On se dit toujours que ces trucs qu'on fait sauter comme le marketing quand c'est la crise. Non, parce qu'en fait, cette cellule-là, demain, qu'elle soit en interne ou avec des cabinets, elle doit vraiment bien comprendre le business, bien comprendre l'organisation et être capable en même temps d'aller regarder à l'extérieur chez des concurrents, chez d'autres industries ou chez les éditeurs de logiciels, qu'est-ce qui serait intéressant de ramener pour ensuite dire, OK, donc parmi le champ des possibles qui est énorme, finalement, si on devait se concentrer peut-être sur les pain points clients ou les pain points internes, ça vaut vraiment le coup. Et c'est là où plutôt que de lancer 100 projets, c'est de se dire non, c'est d'identifier les 3, 4, 5, 6 initiatives vraiment stratégiques, soit très peu risquées, très rapides et pas chères. Comme ça, on a du ROI tout de suite et ça rassure tout le monde. Soit vraiment le truc que là, on se dit, ça va complètement changer. Tu vois, Téléperformance qui est plus coté, c'est pas pour rien. C'est que là, ils sont en train de se rendre compte que l'IA va avoir un impact sur le business du call center, du support client et du BPO qui est monstrueux. À la semaine prochaine, ça va se faire sur 3-4 ans. Mais dans 3-4 ans, ça se trouve, 50% de leur business sera ou disparu ou changé. Peut-être qu'eux auront complètement réinventé les choses. Je sais pas si tu as vu que Adecco a annoncé un deal avec Salesforce où ils vont vendre des agents IA au RH. Donc aujourd'hui, ils te vendent des profils et ils continuent de le faire, il n'y a aucun problème. Mais un peu comme AXA Climate qui vend toujours de l'assurance, mais qui va être de plus en plus dur à financer avec les dégâts climatiques, te vend aussi du conseil face aux dégâts climatiques. Adecco, évidemment, à 99%, ils te vendent toujours des profils en intérim, etc. Mais ils sont déjà en train de se dire, demain, peut-être qu'on vendra aussi des agents ultra spécialisés pour les RH, pour filtrer tes CV, pour faire les premiers entretiens, etc. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est pas de dire, on casse toute la boîte, on transforme tout, parce que si on a une belle boîte, elle tourne. C'est de dire, ça, on le maintient et on va l'optimiser. Et à côté, peut-être qu'il y a 1, 2, 3 sources de relais de création de business qu'on va démarrer petit, mais qu'il faut qu'on démarre tout de suite, même si je pense que même chez Adecco, tout est peut-être pas encore clair posé. Je sais pas certainement ils ont fait des business models et tout, mais des fois c'est aussi juste de dire, on a une conviction, il va se passer quelque chose, on peut se permettre d'investir quelques pourcents, mettre quelques personnes pour aller défricher plus loin, prendre le temps à mesure que le métier mature pour que peut-être dans 2 ans, on puisse dire, là, maintenant, il y a un BP ultra clair et ça se trouve, on peut faire 1 milliard dans 5 ans, ou au contraire, non, fausse bonne idée, c'est pas la bonne vague, etc. Donc voilà. Donc ce que je dirais, c'est à leur niveau, je m'informe, je me forme et je teste et je change, je pratique un tout petit peu et régulièrement parce qu'en plus les choses changent très vite. Prendre le temps d'identifier les bons use cases sur lesquels il faut vraiment se battre pour pas partir en vrille et dépenser trop d'argent et avoir une équipe dédiée parce qu'à un moment même lui il pourra plus c'est pas à lui non plus de faire la veille et tout. En mixant interne et externe, je pense que c'est intéressant parce que il y a un moment les éditeurs, les cabinets, des fois ont plein de bonnes idées mais s'ils connaissent pas assez l'ADN ou l'orga, ça va y avoir du mal à plugger. Et finalement, c'est un peu ces ambassadeurs de l'IA qui font la connexion entre l'interne et l'externe pour que ça fonctionne correctement. Et tu vois, c'est un peu ce qu'on fait au Web Institute avec les formations, avec un peu d'accompagnement, mais plus du défrichage avant de passer la main au cabinet. Parce que c'est ça que des fois, il y a ceux qui veulent pas y aller, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont intéressés, mais t'entends tout son contraire, tu sais pas par où commencer. Il y a tous les jours on dit non mais il y a déjà un nouveau truc. Donc voilà, c'est aussi prendre le temps de filtrer dans tout ça, dire oui c'est la ruée vers l'or, mais dedans où sont les vraies pioches, où sont les vrais filons, et attention aux vendeurs de concepts ou de buzz qui des fois sont très enthousiastes, mais faut creuser un peu derrière. Super, merci beaucoup Emmanuel. Mais avec plaisir. Et à très vite. Ça marche. Salut.